Et voilà, nous allons laisser la parole à Samuel Le Turc. Nous allons plonger dans la période médiévale, un des âges d'or de la viticulture. Une demi-heure. Donc Samuel Le Turc, qui est maître de conférence en histoire médiévale à Tours. Bien, merci beaucoup de me donner la parole, de me donner la parole à un historien. Alors, c'est pas parce qu'on fait de l'histoire qu'on est passéiste. Donc justement, on va voir que derrière ces travaux d'historiens et d'analyse des sociétés du passé, en fait, ce qu'on cherche, c'est pas le passéisme, mais c'est plutôt justement à se projeter dans l'avenir, aller voir un petit peu comment ça se passait autrefois et comment on faisait justement pour affronter ce qu'on appelle aujourd'hui le changement climatique ou le dérèglement climatique. Justement, je vais vous montrer dans un premier temps, s'interroge sur la question justement du mot même de changement et de dérèglement, parce que quand on prend la profondeur historique plurimillénaire, en fait on s'aperçoit que ce qu'on appelle le changement, en fait c'est normal. Ça n'arrête pas de changer. Il n'y a pas 2 années qui se ressemblent, jamais. Et il n'y a pas 2 siècles qui se ressemblent. On est en changement permanent. Et d'une certaine manière, vous, vignerons d'aujourd'hui, comme les vignerons du passé, je dirais comme les vignerons du futur, vous serez toujours confrontés de toute façon à ce problème de changement. Parce que qu'est-ce que c'est que la norme quand, en fait, vous êtes sur un climat qui est éternellement changeant, cyclique ? Et donc, la projection, là pour le coup dans le passé, va montrer que des gens qui n'avaient pas conscience du changement, du dérèglement, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas conscience qu'ils étaient en fait dans un système cyclique et de refroidissement, de réchauffement, de refroidissement, de réchauffement, parce que tout simplement, d'une part, leur vie était trop courte pour qu'ils puissent le constater, d'autre part, parce qu'il n'y avait aucun enregistrement, comme on le connaît aujourd'hui, qui permettait tout simplement de mesurer ce changement. Donc, il faut se replonger finalement dans ces sociétés où on n'avait pas conscience de vivre un dérèglement, on avait conscience que rien n'était, tout était changeant en revanche. On avait conscience qu'un malheur était suivi d'un bonheur et un bonheur suivi d'un malheur, que c'était la normalité, c'est ça la normalité. Et donc que donc ces gens finalement là c'est le grand mot qui est lâché, c'est celui par lequel je vais commencer et c'est celui par lequel je vais finir, c'est celui de l'adaptation. Et c'est la force des sociétés que de s'adapter et que finalement l'histoire de la viticulture, quand on s'intéresse à l'histoire de la viticulture, on s'intéresse justement à la question de l'adaptabilité de ces sociétés, ce qui explique que depuis 2000 ans, de manière ininterrompue, la viticulture existe sur le territoire français. Donc je vais commencer par une première chose, déjà, un peu de géographie ne fait pas de mal, c'est que la viticulture, c'est une... Ah oui, pardon, excusez-moi, je n'ai pas lancé mon chrono. La viticulture, c'est une activité qui est en prise directe avec le climat. Alors là, ici, j'enfonce joyeusement une porte. C'est de l'agriculture. Et donc, les conditions climatiques sont évidemment absolument essentielles et déterminantes pour expliquer la présence ou l'absence de l'activité viticole. Je ne dis pas que je ne sombre pas ici dans le déterminisme. Bien entendu, les sociétés font qu'on va pouvoir développer des activités viticoles là où, a priori, ça n'est pas très favorable, forcément si favorable que ça. Mais malgré tout, quand même, on observe des faits qui sont têtus. C'est que finalement, c'est quand même entre les 30e et 50e parallèles, nord et sud,
que se développe l'activité viticole sur la terre aujourd'hui. Donc en fait, là ici, cette carte, elle montre bien que viticulture et climat donc, sont en prise directe. Et de fait, si on prend juste le cadre, on va dire national, pour l'actuel, eh bien, il existe ce qu'on appelle une limite agroclimatique de la viticulture. Ici, j'ai choisi de l'illustrer justement par un manuel. Ici, vous voyez, donc c'est le manuel de François Pinardel de géographie classe fin d'études 1963, où on trouve cette carte qui trace justement cette limite septentrionale entre, d'un côté, eh bien, vous voyez, les vignobles, les pays de vigne en quelque sorte, avec quelques foyers qui sont en rouge, les pays de pommes à cidre, et puis les pays de la bière. Avec une limite agroclimatique qui part en gros de l'estuaire de la Loire, qui suit la Loire, puis qui va vers le nord de Paris et qui va ensuite vers la Meuse. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que cette limite agroclimatique, en réalité, on va le voir, elle est changeante. Elle est changeante et c'est ainsi qu'on la trace en 1963 et on va le voir pour le Moyen-Âge, en fait c'est autre chose. On a de la vigne en Angleterre, on a de la vigne beaucoup plus au nord, on a de la vigne en Belgique, etc. Donc dans la Belgique actuelle, donc faut le comprendre, c'est quelque chose ce sont des choses qui sont changeantes, évoluantes et qui sont liées au climat, mais pas seulement, qui sont liées aussi tout simplement, à un moment donné, ce sont des sociétés qui, on veut faire du vin en Belgique, eh ben, on va développer une viticulture qui va s'adapter justement à ces conditions géographiques particulières. Et donc, pour parler de changement, eh bien justement, il faut bien comprendre que le Moyen-Âge, c'est une période qui voit se succéder en fait plusieurs phases climatiques. Alors là, vous voyez, nous, on connaît aujourd'hui un réchauffement climatique, mais en fait, des réchauffements climatiques, il y en a eu plein dans le passé. C'est pas le premier et c'est sans doute pas le dernier, enfin j'espère. Sauf que notre changement climatique, comme vous le voyez, il est quand même assez extraordinaire. Et surtout, c'est le premier changement climatique dont on est aujourd'hui absolument certain qu'il est lié aux activités humaines. C'est le fameux anthropocène. Qui succède finalement à cette période. C'est la première fois qu'on désigne finalement une phase géologique en lien avec les sociétés. Alors je laisse le présent puisque c'est pas ça qui nous intéresse, mais vous observez ici, alors je rentre pas dans les détails, c'est évidemment donc ici vous voyez les variations de température qui sont des variations de température finalement, vous voyez, très, très faibles, c'est pas énorme, mais qui vont avoir des influences très importantes sur les activités des sociétés. Et donc vous voyez, eh bien, donc le Moyen-Âge, je vous rappelle, c'est évidemment une période très académique. On dit que ça va du 5e au 15e siècle, c'est un millier d'années. Et durant ce millénaire, en réalité, on sait qu'aujourd'hui, en fait, véritablement, si on observe les choses, il existe une unité de temps qui part en gros de la fin de l'Antiquité, qui va jusqu'à la Révolution industrielle. Si on voulait être raisonné non pas en termes académiques, mais en termes véritablement scientifiques, on a un long continuum qui va plutôt et qui est plutôt en changement avec la Révolution industrielle, c'est-à-dire 18e, 19e siècle. Et donc, eh bien, vous observez en fait une phase d'augmentation des températures à partir donc du 9e siècle jusqu'au 14e siècle. C'est pour ça que j'ai illustré avec ce beau soleil médiéval que vous avez juste à côté. C'est ce qu'on appelle le petit optimum médiéval.
qui a été mise en évidence à partir des années 60, ce qu'on appelle le petit optimum médiéval. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que durant cette période médiévale, en gros jusqu'au XIIIe, XIVe siècle, on est plutôt dans une tendance. On parle en tendance là, hein, une tendance à un réchauffement général du climat. Donc ça veut dire que cette limite agroclimatique, par exemple, eh bien, elle est susceptible de monter, bien entendu, plus vers le nord. Alors, on parle en tendance, mais vous voyez que puisqu'on est dans des cycles, il y a les fameux cycles longs, cycles courts. Dans les cycles courts, vous pouvez très bien avoir, dans une période de réchauffement, des hivers extrêmement rigoureux, des périodes de pluie, d'humidité, etc. Mais globalement, en fait, hein, le trend, la tendance, elle est à une augmentation des températures moyennes. Et puis, on observe à partir du XIVe siècle, de manière graduée, progressive, pas de manière uniforme, eh bien, on va observer des baisses très importantes, et c'est ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, hein, donc qui est connu, hein, j'en ai entendu parler tout à l'heure. Donc ce petit âge glaciaire qui est non pas une période, c'est pour ça qu'on parle de petit âge glaciaire, hein, on n'est pas dans une glaciation, mais on est quand même dans une période où on va avoir une diminution sensible du niveau des températures, avec une influence bien entendu sur les précipitations. Alors ce qu'il faut ajouter aussi, c'est qu'on constate aussi des accidents climatiques qui sont créés par des accidents qui n'ont rien à voir avec le climat, qui sont par exemple les éruptions volcaniques. On a eu par exemple l'éruption du Pinatubo récemment, on a eu l'éruption donc de ce volcan islandais dont je ne n'essaierai pas de dire le nom, mais que vous avez tous en tête, hein, qui a entraîné des perturbations sans nom dans le ciel, donc dans l'économie de l'aviation civile pendant quand même un certain nombre de temps. En fait, on sait très très bien que ces panaches de cendres, lorsqu'on a des éruptions exceptionnelles, ont des répercussions, certes ponctuelles. Alors ponctuelles, ça veut dire un an et demi, mais qui vont avoir des répercussions parfois sur de l'autre côté de la Terre. Et les médiévistes, par exemple, ont mis en évidence deux éruptions extraordinaires donc, durant cette période médiévale. En Indonésie, donc un volcan qui s'appelle le Samalas. On est en 1257-1258 et durant cette année, 1257-1258, on a pu corréler. Hein, donc c'est un événement planétaire, une éruption vraiment gigantesque qui a entraîné sur l'économie je dirais agricole, pas seulement viticole, l'économie agricole, les économies médiévales occidentales, eh bien, qui a entraîné une péjoration climatique de très mauvaises années. Et on va y revenir, hein, dans ces sociétés qui ne sont pas assurantielles, dans ces sociétés où on a très peu de stocks, c'est très grave, hein, bien entendu. Et je ne parle pas du vin, là, je parle des céréales. Et puis on a une deuxième éruption, c'est un volcan qui s'appelle le Kuvae sur une île de l'archipel des Vanuatu en Mélanésie. On est en 1452-1453. Là aussi, autre éruption considérable, avec des répercussions qui vont se ressentir en Angleterre, en France, en Italie. On a des témoignages et on a des témoignages aussi sur place, hein, et aussi bien sûr dans les carottes glaciaires, hein, qu'on retrouve. Et tout cela nous montre, hein, qu'on a deux événements planétaires qui ne vont pas avoir des effets à longue durée, mais qui viennent s'inscrire finalement dans ces courbes, hein, que vous avez ici. Alors, pour autre manière, d'ailleurs, alors donc ces courbes de température, on peut observer aussi, alors des choses qui sont manifestes, qu'on connaît bien aussi, c'est les évolutions des glaciers, des langues glaciaires.
Ici, par exemple, vous avez la langue glaciaire d'un glacier des Alpes suisses qui s'appelle la Lech. Et donc, il y a eu un travail qui a été mené sur cette langue glaciaire où on voit donc l'allongement, la rétractation dans le temps de cette langue glaciaire qui correspond absolument justement à ces températures, ces périodes de réchauffement, de refroidissement qu'on va retrouver dans cette respiration du glacier. Enfin, cette alternance cyclique de réchauffement et de refroidissement, eh bien, ce sont encore finalement les vignerons, ou plutôt les institutions qui encadrent les vignerons, qui vont témoigner aussi de cette réalité immédiate. Eh bien, ce sont les fameux bancs de vendange. Et là, en particulier, donc, la série des bancs de vendange de Beaune, qui est la plus longue qu'on connaisse aujourd'hui, puisqu'elle est ininterrompue. C'est une connaissance absolument ininterrompue, annuelle. On connaît toutes les dates de bancs de vendange pour Beaune à partir de 1371. Donc évidemment, là, c'est très intéressant parce qu'on sait à quelle date précisément, en gros, donc vous le voyez ici, on est là, ici, la date moyenne, c'est le 23 septembre. Et donc, vous avez, à partir du 23 septembre, vous avez plus ou moins, vous voyez, parfois, donc, on recule de 20 jours, où on peut avancer énormément, ces dates de vendange. Donc là, ici, vous avez donc non, pardon, excusez-moi, c'est le 31 août. Parce que je me dis 23 septembre. Donc c'est par rapport au 31 août, là, donc nombre de jours d'écart par rapport au 31 août. Vous avez donc, par exemple, des vendanges qui se sont passées début août, et puis vous en avez qui se sont passées presque donc, en octobre, de manière très avancée. Donc il y a possibilité de repérer cette activité climatique par le biais de ces bancs de vendange, avec donc on observe un léger rattiédissement à la fin du XIVe siècle, suivi d'un refroidissement dans les années 1460-1500, avec quelques vendanges très tardives, 13 octobre 1481, 12 octobre 1488, puis ensuite la première moitié du XVIe siècle, en gros les années 1500-1560, qui voit donc une amélioration moyenne donc, de ces températures, suivie d'un refroidissement marqué à partir de la fin du siècle, et puis si on continue, le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, qui sont absolument calamiteux. Alors finalement, la question maintenant qui se pose, c'est la question du ressenti. Comment ces vignerons ressentent-ils justement ces évolutions, ces transformations, ces changements? Les vignerons du Moyen-Âge face à la météo, parce que, alors là, j'utilise plus le mot climat, si vous voulez, parce que là, véritablement, on est à l'échelle de l'homme ou de la femme, devant le climat. Qu'est-ce qu'on ressent? Finalement, on ressent les choses à sa mesure. Et donc là, on entre plutôt dans la météorologie. Et là, il faut se plonger dans les sources qui nous renvoient, donc, par exemple, les contes de Domagno. Ici, vous êtes sur les contes de cave, donc du bouteiller du comte de Blois. On est en 1385. Donc le bouteiller, c'est l'officier du comte de Blois qui est en charge de l'administration de la cave, du comte, de son approvisionnement, mais aussi c'est lui qui va suivre dans les vignes qui sont gérées en régie directe par le comte de Blois, c'est lui qui va s'occuper de suivre les travaux, etc. Et donc, dans ce conte de 1385, eh bien, le bouteiller rapporte un événement, et furent les vignes gelées en Bourgon, donc en Bourgeon, alors qu'elles étaient en bourgeon, un gel, et puis battues par 2 fois de la grêle. Donc, si vous voulez, première lame, deuxième lame, troisième lame. Donc, il reste quasiment rien. La vendange, c'est un tonneau. Pour cette vigne, c'est un tonneau. Et donc, la dernière partie est très intéressante, en aigre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'a
on ne l'a pas travaillé en vin, on l'a travaillé en vinaigre. Mais ici, vous voyez, le vinaigre, ça n'est pas quelque chose qui résulte d'un vin qui a tourné. Le vinaigre, c'est quelque chose qu'on travaille, qu'on produit pour faire du vinaigre. Parce que le vinaigre est utilisé dans la cuisine en abondance, dans la cuisine médiévale. Et donc là, ici, typiquement, cette vigne, là, on aborde les questions d'adaptation, vous voyez, dans l'économie viticole. Cette vigne, en fait, on n'aurait pas donné de toute façon de vin, il n'y en avait pas assez. Donc on a décidé de récupérer ce qu'on a pu sur cette vigne et de le travailler sur une mère pour faire finalement un tonneau de vinaigre. Donc alors on a ces informations, par exemple, qu'on rencontre dans des comptes domaniaux qui sont des archives d'administration. Et puis ensuite, on a aussi des chroniques, des journaux, des témoignages. Par exemple, ici, alors il est très connu, c'est un bourgeois de Paris, on ne sait absolument pas son nom, mais c'est un document qui a été récupéré, le journal d'un bourgeois de Paris, qui écrit entre l'année 1405 et 1449, qui est une période absolument calamiteuse pour Paris, puisque on est dans les années les plus difficiles de la guerre de 100 ans. 1405, c'est un Zincourt. Donc voilà, c'est quand même. On commence la chronique avec donc une déculottée sévère et un affaiblissement formidable de la monarchie française. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ce bourgeois de Paris, il possède des vignes. Il possède des vignes et il est extrêmement attentif. Il est extrêmement attentif au temps, à ce qui se passe dans les campagnes parisiennes tout autour. Il possède lui-même des parcelles de vignes autour de Paris. Et donc, régulièrement, alors là, ici, j'ai fait une sélection, mais en fait, il y en a, mais il n'y a pas une année où il ne nous donne pas des informations sur le temps qu'il fait et aussi sur les répercussions que ça a, non seulement sur les prix, donc là, on aborde quelque chose sur lequel je vais revenir, qui est l'économie, les conséquences économiques, et donc les prix, et puis bien entendu donc les conséquences sur l'agriculture et particulièrement sur la viticulture. Alors, donc prenons quelques lignes. C'était le plein cœur, donc on est dans l'année 1419, c'était le plein cœur de l'hiver, il pleuvait toujours et il faisait très froid. En cette année 1419, les vendanges furent sales et pluvieuses. Et sale, ici, vraiment, il emploie le mot horde, qui va donner ordure en français d'aujourd'hui. C'est vraiment sale, c'est ce qu'il veut dire. Les raisins étaient pourris et jamais on ne vit vin aussi léger. Pourtant, il coûtait 4 fois plus cher. Vous voyez ? Alors, déconnexion entre la qualité et le prix. C'est intéressant. C'est pas la qualité qui fait le prix, c'est plutôt, là, pour le coup, la loi de l'offre et de la demande. Qu'est-ce qui est disponible sur le marché ? Les raisins étaient pourris et jamais on ne vit vin aussi léger. Il était 4 fois plus cher et on n'avait jamais vu cela. Pour celui qui possédait une vigne à 5 ou 6 lieues de Paris, donc de manière assez éloignée, il fallait d'abord payer 5 à 6 francs par queue de transport, puis à 1 lieue de Paris, 16 à 20 sous parisis pour une escorte d'hommes armés. Pourquoi ? Parce que pour protéger, parce qu'on est en période de guerre, et vous avez donc des troupes, on est en guerre civile entre les Bourguignons et les Armagnacs, et en fait on est en instabilité, et il faut protéger tout simplement par des gendarmes ce transport. Ça veut dire des coûts d'exploitation supplémentaires, c'est ça que ça veut dire. Sans compter les frais de vendange, de labour, de taille et autres dépenses. Et quand tout fut vendangé et recueilli, on s'aperçut que le vin n'avait aucune force, c'est-à-dire qu'il était très léger, il se répète, aucune qualité, aucune couleur, et ne sentait rien que le pourri. Ce que les vendanges n'avaient pas été faites, c'est que les vendanges n'avaient pas été faites dans les règles, par peur des gens de guerre et par doute de leur trahison. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a précipité les vendanges, on ne les a pas faites comme il aurait fallu faire, on a précipité les choses, et donc ça a entraîné, en fait, des malfaçons qui vont avoir des répercussions sur la vinification. Ici. 5 minutes. Si je continue, donc les conséquences, il faut voir aussi que finalement,
même quand il y a des bonnes vendanges, ça peut avoir des conséquences néfastes. Ici, on est à Orléans, dans les comptes de la ville d'Orléans, et donc les fermiers qui gèrent les taxes sur le commerce de détail, la vente au détail, donc dans les tavernes, la vente de vin, eh bien, eux, ils achètent pour une année, ils achètent ils vont se récupérer sur ces taxes. Et ce qui se passe, c'est que dans le courant de cette année 1443-1444, c'est une véritable déconfiture parce que les vendanges ont été très bonnes, alors que le printemps a été désastreux. Alors là, ici, je vous explique le contexte. Pendant le printemps, donc, il y a eu des grêles, des pluies sans cesse, et donc, lorsque le marché a été passé de l'affermage de ces taxes, eh bien, les fermiers ont parié sur le fait que le vin serait très cher. Il serait très cher parce qu'il y avait peu de stock, peu de vin. Donc, loi de l'offre et de la demande, ils se sont dit, on va acheter cette ferme à un tel niveau en prévoyant que le vin serait cher. Or, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un rattrapage extraordinaire dans le courant de l'été. Et en fait, la vendange a été absolument splendide et magnifique. Ils se sont trompés dans leurs prévisions. Et à l'issue de ce mauvais calcul, eh bien, ils perdent énormément d'argent et ils demandent donc à la ville d'Orléans un rabais. Donc il y a un chapitre rabais, ils demandent un rabais à la ville en disant, écoutez, on s'est trompé, ce qu'on vous propose, en gros, c'est de prendre une partie de la perte. Ce que la ville accepte, d'ailleurs. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a une bonne vendange, mais finalement une conséquence néfaste pour justement cette économie particulière. Et donc, attendez, excusez-moi. Et donc là, ici, on aborde quelque chose que M. Fuentes a vu tout à l'heure, c'est la question de la chaîne de valeur. Qui est derrière, et qui sont des questions qui se posent aujourd'hui, qui, comme elles se posaient exactement de la même manière durant la période médiévale. Ici, on s'aperçoit que le vin est un objet de spéculation. On est dans une économie spéculative aussi. D'accord ? Donc cette question de chaîne de valeur, on peut l'aborder aussi justement dans la manière dont ces sociétés vont justement s'adapter à un changement climatique qu'ils ne voient pas comme nous, puisqu'ils n'ont pas ce recul qu'on a nous, parce qu'on a des mesures, etc., et qu'on a des mesures qu'on suit là sur des décennies et des décennies, donc on le repère, et puis parce qu'on voit toute une série de proxys qui nous permet de dire qu'il y a changement climatique. C'est une certitude. Donc les gens n'ont pas la même perception. En revanche, il faut absolument qu'ils se protègent, tout simplement, qu'ils se protègent de ces aléas climatiques qu'ils savent exister et contre lesquels il va falloir essayer de s'organiser pour finalement préserver ces chaînes de valeur. Alors, vous allez me dire, le premier élément pour s'adapter, c'est demander de l'aide de Dieu. Alors vous allez me dire, ça c'est un expédient qui ne doit pas servir à grand-chose. Alors, certes, ça ne sert pas à grand-chose par rapport à la viticulture. En revanche, ici, on est, je dirais, plus dans quelque chose de psychologique, de psychologie collective. Donc là, en l'occurrence, c'est les pèlerinages, où on s'aperçoit que, par exemple, l'année 1556, qui est une année très peu pluvieuse, qui a été déterminée comme très peu pluvieuse, eh bien, c'est une année où on va avoir énormément par exemple, de processions qui vont être menées. Alors, il faut comprendre quand même que pour les gens de cette époque, c'était absolument important. C'est-à-dire que on est dans des sociétés où, en fait, des sociétés chrétiennes, mais on est dans des sociétés totalement chrétiennes. Totalement chrétiennes, c'est totalitaire. Il faut bien, je prends le mot dans toute sa force. C'est-à-dire qu'il n'existe personne pour penser que Dieu n'existe pas. Ça n'existe pas quelqu'un qui pense que Dieu n'existe pas. L'athéisme n'existe pas. D'accord ? Donc on pense que, en fait, on est entouré d'anges, de démons, d'esprits. Le surnaturel est naturel. D'accord ? Il fait partie de ce monde. Et donc,
on pense réellement que prier Dieu, ce ne sont pas des expédients. Alors nous, aujourd'hui, on sait que ça n'a aucune influence, mais pour eux, ce n'est pas le cas. Hein. Ils sont persuadés du contraire. Donc il faut bien se remettre dans cet état d'esprit. Ensuite, il faut s'adapter aussi, tout simplement, en plantant là où c'est adapté. Hein. C'est une règle de base. Hein. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à planter dans un endroit où on sait éperdument que ça ne poussera pas ou que c'est trop dangereux de planter parce qu'on risque d'avoir des pertes chaque année et que ça ne marchera pas. Donc la règle de base aussi, hein, c'est du pragmatisme. C'est qu'on va planter là où c'est adapté. Et ce qui fait qu'on va planter dans ces périodes où on a un climat qui s'améliore, eh bien, on va voir planter en Bretagne. Vous voyez, par exemple, ici, la Rennes. On est dans la bataille des vins, on parle des vins de Rennes, on parle des vins d'Argence. Argence, on est en Normandie. Donc, et puis, on pourrait aller en Belgique. Hein. Là, il se trouve que ce n'est pas du tout exhaustif, hein, cette carte. C'est juste des lieux qui sont mentionnés. On est sur un texte des années 1220, hein, après 1224, 1230, dans ces eaux-là. Et donc, on a des spots qui s'allument. On a pour le XIIe siècle, par exemple, pour une abbaye de Daoula, ou je ne sais pas trop, mais qui possède des vignes. On est dans le Finistère, quand même. Alors, je vais finir. La manière suivante, c'est s'adapter en sélectionnant des cépages. Donc là, par exemple, on a un agronome, Pierre de Crescence, hein, qui montre que, on sait qu'il y a des cépages qui redoutent la gelée ou le brouillard, d'autres qui sont plus résistants. Donc on connaît aussi, on a cette connaissance pragmatique. L'ampélographie n'existe pas, mais on sait qu'il existe beaucoup de variétés et qu'on peut aller chercher dans ce réservoir des variétés qui vont être plus ou moins résistantes. Ah, ça s'arrête. Le temps est écoulé, donc c'est vraiment... c'est clac. C'est pas grave, j'ai encore le micro. non, mais j'arrête. Alors, pour conclure, de manière tout à fait... comment ? C'est de conclure. Alors, la lutte contre le changement climatique pour cette période médiévale, en fait, c'est qu'on a des sociétés qui sont extrêmement résilientes parce qu'elles sont adaptées. Alors, quelques éléments d'adaptation. D'abord, il faut bien considérer dans ces sociétés donc non assurantielles qu'on gérait le risque en diversifiant les activités. Donc, je reviens sur la polyculture. Alors, effectivement, c'est extrêmement récent, c'est une cinquantaine d'années, allez, c'est les années 60, 70, où on est passé de la polyculture à la monoculture, à la spécialisation. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on était en polyculture. Pourquoi ? Parce que, en fait, selon l'adage selon lequel on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, dans une économie viticole, eh bien, il était complètement fou de pouvoir ne faire que de la vigne. On faisait du blé, on avait quelques bêtes, on avait un jardin. On faisait de l'élevage. Et on ne faisait pas de la polyculture pour les petites bêtes, même si ça avait évidemment une influence derrière. On le faisait tout simplement pour des questions d'économie domestique. Il fallait diversifier les sources de revenus. Donc ça, c'était une première chose qui était importante. Deuxième chose qui est importante, c'est de se dire que la vigne est secondaire. Toujours, ce qui est primordial, ça n'est pas la vigne, c'est le blé. Et donc la vigne est souvent une culture spéculative. Ensuite, deuxième aspect, les paysans du Moyen-Âge possèdent une connaissance pratique, pragmatique de la vigne. Ils expérimentent des variétés qui viennent d'ailleurs, parce qu'on circule beaucoup au Moyen-Âge, et on circule avec des sarments, des racinés. On échange les variétés avec les voisins, on sélectionne ceux qui mûrissent plus vite ou moins vite, etc. Ensuite, les conduites de mise en culture permettent de réduire les risques. Ainsi, dans les périodes où les vignes sont plantées, dans cette époque-là, en fait, on ne plante jamais une variété et une seule. Ben oui, en fait, on plante plein de variétés différentes. C'est d'ailleurs ce qu'on observe lorsqu'on fait des analyses sur des parcelles pré-phylloxériques. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas le Moyen-Âge, mais en réalité, on est sur des sociétés qui héritent d'une connaissance et de pratiques bien plus anciennes. En fait, on plante plusieurs variétés, et d'ailleurs, on peut très bien sélectionner, quand on fait la vendange, si on a envie de faire un vin d'Auvergnat, ou si on veut faire un vin de tout grain. Voilà.
Et puis voilà. Donc j'ai arrêté. Merci de cette plongée dans l'univers du vigneron et du paysan médiéval. Alors c'est assez marrant parce que quand on va à la cathédrale d'Angers, on a la rosace avec tous les travaux, vous savez, la rosace du Zodiaque, avec tous les travaux de la campagne. Et, bon, c'est toujours le même vigneron et on s'aperçoit qu'il fait tout, hein, de l'élevage, de la vigne, etc.